Fin de la 6e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone subsaharienne et de la France. Les participants ont été décorés hier par le Premier ministre chef du gouvernement. La coexistence pacifique au centre d'une caravane de sensibilisation dans le nord Tillabéri, initiative de la haute autorité à la consolidation de la paix. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Comme vous le savez déjà, le président de la République, Issoufou Mahamadou, séjourne depuis hier à Dakar, au Sénégal, où il prend part à la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA et au sommet extraordinaire de la CEDEAO. À son arrivée hier à la capitale sénégalaise, le chef de l'État a été accueilli par son homologue Macky Sall. Les images. Commandant le détachement interarmé, merci par Monsieur le Président de la République. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de la communication, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'énergie, le ministre de la fonction publique du travail, le ministre de l'hydraulique, le ministre du conseil diplomatique, le ministre chef de cabinet, l'ambassadeur de Paris du Mali. La fonction du gouvernement et de la CEDEAO, des anciens gouverneurs. Le secrétaire général de la haute autorité de l'aéroport, le commandant de la zone militaire de Dakar, le commandant de la compagnie des transports aériens. Retour à Niamey pour noter ces deux audiences ce matin au cabinet du Premier ministre. Le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, s'est tout d'abord entretenu avec le nouvel ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne, Rollo Mathias Pola. Le partenariat entre le Niger et l'Union européenne était au centre de l'entretien. J'ai été nommé ambassadeur de l'Union européenne récemment, donc je viens de prendre fonction ici à Niamey et à ce titre j'ai eu l'honneur déjà de remettre mes lettres de créance à son Excellence le Président et je suis donc au début de mes visites de courtoisie, donc c'était vraiment une visite, l'occasion de rencontrer son Excellence le Premier ministre et de profiter de cette occasion pour faire un tour d'horizon sur notre partenariat qui est très solide et qui va encore s'intensifier dans la perspective d'une nouvelle programmation du 11e Fonds européen de développement. Donc c'est un petit peu sur tous ces sujets, les défis auxquels le Niger est confronté et donc et le partenariat avec l'Union européenne qu'on a eu l'occasion d'aborder.
La deuxième audience a été accordée à M. Daniel Balaban, directeur du Centre d'excellence contre la faim du PAM, présent à Niamey dans le cadre de la rencontre sur l'alimentation en milieu scolaire au Niger qui a ouvert ses travaux hier au Palais des Congrès. L'idée de cette rencontre avec Monsieur le Premier ministre du Niger, c'était de pouvoir parler du programme alimentaire mondial qui, avec le Centre d'excellence contre la faim du Brésil, aide à la mise en place au Niger d'un programme national d'alimentation scolaire. Ce programme est très important pour le pays parce que c'est ce qui va permettre aux élèves d'apprendre correctement ce qu'ils ont à apprendre à l'école et de pouvoir ensuite donc se mettre au service de leur pays, de leur nation. Et il y a un volet de ce programme qui est très important, qui est de mettre en relation les petits producteurs ruraux qui vont produire une partie des aliments qui vont être consommés par les élèves après en salle de classe. Il est ainsi que donc, le gouvernement du Niger va recevoir l'appui du programme alimentaire mondial, du gouvernement brésilien et du Centre d'excellence de la faim pour la création de ce programme national d'alimentation scolaire. On peut revenir au Niger pour voir tous les enfants dans toutes les écoles recevant une alimentation saine, de qualité, quotidiennement. Toujours sur l'agenda du Premier ministre, cette cérémonie de décoration, Birji Rafini et le grand chancelier de l'Ordre national du Niger, colonel Blamamanga, ont décoré hier soir respectivement des médailles de commandeur de l'Ordre national du Niger et celles d'officier de l'Ordre national du Niger, les participants à la 6e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone, sud-saharienne et de la France qui s'est tenue du 21 au 23 octobre 2013. C'était lors d'une réception offerte à cet effet dans les jardins du Grand Hôtel de Niamey. Oui, à noter que les assises de cette 6e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone, sub-saharienne et de la France s'est achevée hier à Niamey. En marge de cette rencontre, la grande chancelière de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, Mme Harriet Diabaté, a animé une conférence de presse ce matin à Niamey. Les détails avec Hadiza Hamidine et Moussa Yahya. Bonne gouvernance dans l'espace des grandes chancelleries de l'Afrique francophone subsaharienne et de France, le rôle de la femme, c'est le thème de la 6e conférence tenue à Niamey. Thème d'importance capitale selon Harriet Diabaté, qui apprécie d'abord la très bonne organisation de l'événement par le Niger. Dire notre reconnaissance respectueuse au chef de l'État, qui nous a honorés en tout cas de sa présence déjà la cérémonie d'ouverture et qui nous a reçus chez lui, à la présidence, et qui nous a envoyé à la fin le Premier ministre pour assister à la séance de clôture. Ce que je retiens, c'est qu'il faut d'abord faire en sorte que le statut de la femme soit amélioré pour qu'elle puisse valablement participer de façon positive à la bonne gouvernance. Parlant du cas précis de son pays, la Côte d'Ivoire, où le processus de réconciliation se poursuit, la grande chancelière affirme que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits en faveur de la femme. Il y a des efforts dans plusieurs directions pour faire en sorte que la femme atteigne le niveau qu'on souhaite pour que son rôle puisse être apprécié. Il y a des femmes qui ont des responsabilités importantes, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans le privé, que ce soit aussi dans des domaines de l'armée, etc., etc. Donc il y a des efforts importants qui sont faits. En outre,
La grande chancelière de l'Ordre national de Côte d'Ivoire a rappelé son long parcours qui lui a permis de réaliser plusieurs actions en faveur de la femme. Après le rôle qu'elle a joué dans l'éducation de la jeune fille et son action au sein de certaines organisations féminines internationales, elle a évoqué la décoration du journaliste français Jean Hélène à titre posthume et la gestion des cas de victimes de la crise ivoirienne. Henriette Diabaté a terminé en rassurant que tout est fait pour que la réconciliation soit réussie dans son pays. Oui, sur un tout autre plan, une caravane de sensibilisation sur la coexistence pacifique sillonne la partie nord de la région de Tillabéri, conduite par la haute autorité à la consolidation de la paix sur instruction du président de la République. Cette caravane s'est rendue dans plusieurs localités où les populations ont manifesté leur adhésion à cette démarche qui vise à consolider l'unité nationale. Yahya Rabou, James Didier. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, Mahamadou Issoufou, et du chef du gouvernement, Brigitte Raffini, la haute autorité à la consolidation de la paix, a entrepris du jeudi 17 octobre au mercredi 23 octobre 2013 une caravane de sensibilisation sur la coexistence pacifique entre les communautés du nord de la région de Tillabéri. Le lancement de la caravane de la paix s'est déroulé dans la commune urbaine de Tillabéri, présidée par le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, en présence du gouverneur de la région de Tillabéri, des autorités administratives et coutumières, de l'ensemble des acteurs qui militent dans ce domaine. Après le coup d'envoi, la délégation de la haute autorité à la consolidation de la paix, conduite par le commandant Abdrahman Ibrahim, directeur du département paix et sécurité, a sillonné une dizaine de localités, à savoir Ayoru, Inates, Mangaze, Tondikundi, Tilua, Banibungu, Chinobodran, Abala et Sanam. À toutes ces étapes, les membres de la délégation, composés des conseils techniques à la présidence, des chargés des missions à la primature, des cadres de la haute autorité, des personnes ressources, tous ces acteurs ont organisé des meetings et des rencontres d'échange, des meetings au cours desquels les membres de la délégation ont développé des messages relatifs à la paix, à la coexistence pacifique entre les communautés, des messages de tolérance, de solidarité, de respect de l'autre et de la compréhension. En somme, toutes les valeurs conduisant à la paix et à la coexistence pacifique ont fait l'objet d'échanges et de débats. Quels sont les objectifs visés à travers cette caravane? C'est la sensibilisation sur la coexistence entre les différentes communautés qui vivent dans le nord de Tillabéri. Deuxième objectif, c'est sensibiliser les différentes couches de la société, surtout les leaders, les chefs traditionnels, les femmes et les jeunes, sur la coexistence pacifique entre les différentes couches de la société. Troisième objectif, c'est pour sensibiliser la population locale sur les problèmes sécuritaires qui se trouvent sur notre frontière, surtout avec notre frère voisin de Mali. Tout au long de cette tournée, les populations, chefs coutumiers et religieux, femmes et jeunes se sont mobilisés pour témoigner leur adhésion totale à cette initiative de la haute autorité qui a organisé cette caravane de la paix qui constitue également une véritable opportunité pour les populations d'exposer les difficultés auxquelles elles sont confrontées tout en manifestant leur intérêt à cette démarche. À Inatas, notre commune, on sent la présence de l'État. Il y a toujours la patrouille et vraiment les populations vivaient en parfaite symbiose. Vraiment, il n'y a pas un problème particulier, en tout cas depuis 2 ans ou plus de 2 ans. Les problèmes que nous avons, c'est surtout les problèmes d'eau, la route. Aujourd'hui, pour transporter un sac de riz et de 2000 à Yerou et Natas, il faut payer 5000 francs. Et quand aujourd'hui, les gens ils veulent la paix. Depuis que nous sommes là, à Mangaze, aucun réfugié n'a rencontré des problèmes avec la population nigérienne, ni avec les Djarma, ni avec les Peuls, ni avec les Arabes. On a tissé des liens de parenté, d'amis et de mères ici à Mangaze. Donc nous remercions l'État nigérien. Nous remercions le président de la République. Nous remercions le Premier ministre. Mun ji daɗin wannan tawaga wadda an kai dangance da Muhammadu Isuhu ya aiko ya maida mu mutane nan mu ba dabbobi ba
ya sa mu cikin mutane komi ya taso shina izowa lokaci duka suna kewayowa suna yawo suna dibin abin da an matsalolinmu. Au terme de cette caravane de sensibilisation sur la coexistence pacifique, caravane qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Forum pour la paix et le développement qui se tiendra du 15 au 16 novembre prochain à Tillabéri, les membres de la délégation expriment leur satisfaction. Nous avons trouvé des populations mobilisées, tant du côté des hommes, des femmes que des jeunes, malgré l'intensité des travaux champêtres, pour entendre ce message de la paix. Et chacun est conscient qu'il ne saurait avoir de développement sans paix. C'est vrai. Cette région a connu des soubresauts auxquels s'est greffé les problèmes du Mali. Parce que nous avons rencontré des sites d'hébergement des réfugiés maliens. Eh bien, tout homme sensé qui voit cet obstacle doit se dire que jamais, plus jamais, cela ne doit arriver au Niger. Au cours de ce périple d'échanges et de dialogue et pour traduire cette coexistence pacifique entre les communautés, les membres de la délégation ont été émerveillés par la richesse de la culture de cette zone qui constitue également un facteur pour l'unité nationale. La journée des Nations Unies, c'est ce jeudi 24 octobre 2013. Cette journée commémorative a été marquée à Niamey par une cérémonie de levée de drapeau à la Maison des Nations Unies et un don de sang initié par le personnel. Mahamadou Adamou, Guy Mathieu. La levée des drapeaux s'inscrit dans le cadre de la Journée des Nations Unies qui rappelle la date du 24 octobre 1945, jour anniversaire de la Charte des Nations Unies célébrée dans 193 pays dans le monde. Selon les actes fondateurs, l'Organisation des Nations Unies a pour but, entre autres, de maintenir la paix et la sécurité internationale. Cette année, la Journée des Nations Unies est placée sous le signe de la contribution des Nations Unies à la consolidation de la paix à travers le monde et au progrès commun. Ceci nous montre combien, près de 70 ans après sa création, les défis liés à l'édification d'un monde en paix restent persistants et nous invitent tous à cultiver la paix pour nous-mêmes et pour les autres. La paix a été mise à rude épreuve cette année, particulièrement dans notre sous-région du Sahel affecté et en particulier au Niger, qui a été victime d'actes terroristes qui ont occasionné la mort de plusieurs de ses fils. Nous nous inclinons pieusement devant leur mémoire. Comme vous le savez, la paix constitue un des piliers du développement humain auquel chaque peuple aspire. De fait, il fait partie intégrante des domaines de coopération entre le Niger et les Nations Unies dans le cadre de ses activités opérationnelles. Aussi, c'est pour nous l'occasion, personnel du système des Nations Unies, de réitérer solennellement notre engagement à accompagner le Niger dans la mise en œuvre de son programme de renaissance et de développement économique et social, incluant l'initiative Trazen et la stratégie sécurité et développement au Sahel, dans un climat de paix et sécurité pour chacune et chacun des Nigériens. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a tenu à saluer le rôle important de l'ONU pour consolider la paix dans le monde. Au nom du président de la République, du Premier ministre, chef du gouvernement, vous assurez de la disponibilité du Niger à se battre à vos côtés pour la paix, les droits humains
et le développement. Le personnel s'est ensuite transporté au dispensaire des Nations Unies pour procéder à un don de sang en faveur du Centre national de transfusion sanguine de Niamey et l'ONG Tchemaya en vue de sauver des vies dans nos formations sanitaires. Nous avons, avec l'ensemble de nos collègues, décidé de venir donner notre sang parce que ça correspond parfaitement avec les principes fondateurs de notre organisation, de sauver des vies humaines, d'appuyer les peuples et les populations pour leur développement. Et en outre, c'est un geste noble pour la paix, la sécurité et pour les droits humains. Donc je suis heureux d'en faire partie et j'exhorte l'ensemble de nos collègues à venir donner, non seulement pour cette journée, mais de manière assez régulière pour contribuer à sauver des vies humaines. Enfin, le président de l'ONG Tchemaya a remercié tout le personnel des Nations Unies en leur remettant un trophée pour leur engagement à contribuer à sauver des vies humaines. Sous le haut parrainage du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Adamou Chehou, la commune urbaine de Filengue, avec l'appui de l'Organisation néerlandaise de développement, a organisé hier soir au Grand Hôtel de Niamey un dîner d'affaires pour mobiliser des fonds en faveur de la dite commune pour son assainissement. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Cheib Daïna, ressortissant de la localité, et plusieurs partenaires ont pris part à cette rencontre. Gérard Abdelaziz. C'est au moins 692 millions de francs CFA qui sont recherchés par la commune urbaine de Filengue à travers ce dîner d'affaires qu'elle a organisé avec l'appui de la SNV et sous le haut parrainage du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Adamou Chehou. Filengue, cité légendaire de Meyaki et capitale du Koufei, veut avec cet argent faire face au problème d'assainissement qui l'assaille depuis pratiquement son implantation et qui s'est aggravé ces dernières années avec le changement climatique. L'objectif de cet événement est de susciter un élan de solidarité vis-à-vis de la commune de Filengue qui connaît depuis un certain temps un problème récurrent d'assainissement et de salubrité, ce qui justifie la prise en charge urgente de ce phénomène non seulement pour améliorer le cadre de vie des populations de Filengue, mais également pour donner une image positive de la ville qui, grâce au bitumage de la route de la Renaissance reliant Niamey à Tawa via Filengue, connaîtra un développement urbain certain. L'engagement de mon département ministériel à accompagner cette commune, ainsi que la présence de mes collègues membres du gouvernement, illustre tout l'intérêt de l'État et des plus hautes autorités de la République, à la tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Alaji Sifou Mahamadou, et le Premier ministre, chef de gouvernement, son Excellence Birji Rafini, a œuvré pour la recherche du bien-être de nos vaillantes populations. L'initiative a été très fortement saluée par le partenaire technique et financier qui n'ont pris aucun engagement pour le moment. Ils ont souhaité intervenir dans un cadre beaucoup plus large, celui de la coopération avec le Niger. Quant aux personnalités issues de la localité, elles ont jugé le montant recherché insuffisant au vu de la gravité de la situation que connaît Filengue et ont formulé des recommandations pertinentes pour améliorer le dossier. Il faut que quelque chose soit fait. Si, dans l'immédiat, ce gros projet d'environ 1 milliard, si on ne peut pas l'exécuter, il faut segmenter le projet et, et faire la hiérarchie. Choisir ce qui est plus pressé qu'on puisse réaliser, qu'on puisse trouver le financement nécessaire pour réaliser étape par étape jusqu'à pouvoir solutionner définitivement le problème de Filengue. Mais c'est une œuvre, bien entendu, de longue haleine. À l'issue de la rencontre, le maire de Filengue a présenté sa gratitude aux partenaires techniques et financiers pour leur présence au dîner et particulièrement à la SNV, partenaire stratégique de la dite commune. Abdoulaye Eladji Menessara a enfin donné rendez-vous à ses hôtes très prochainement pour le forum prévu à Filengue même, dans l'espoir qu'à cette occasion, il trouve le financement nécessaire pour faire sa politique d'assainissement de la ville. Pour sa part, le ministre de l'Équipement, lui, était du 22 au 23 octobre à Sokoto, en République fédérale du Nigeria. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux pays en général et l'État de Sokoto et la région de Tawa en particulier. Mohamed El Mokhtar Laodissine. Le Niger et le Nigeria sont unis par une frontière de plus de 1500 km. Les échanges quotidiens à travers cette frontière sont très importants pour nos deux pays. C'est pourquoi toutes les autorités de nos deux pays, tant au plan national qu'au plan local,
ont toujours œuvré pour la préservation et le renforcement des liens de solidarité et de coopération entre nos deux États. La présente mission à Sokoto, conduite par le ministre de l'Équipement Ibrahim Noumao, composée du gouverneur de la région de Tawa Barmo Salifou, du secrétaire général de la région de Maradi Ibrahim Moussa, du préfet de Konni, du président du conseil de ville de Tawa, des sultans de Goubir et du Katsina Maradi et les chefs des cantons de Konni, d'Ogerawa, Guidarumji et Chadakori, qui s'inscrit dans l'objectif général de la mission, est venu particulièrement à Sokoto pour exprimer au nom du président de la République, Issoufou Mahamadou, au gouverneur de l'État de Sokoto, Aliou Magata Kardawamako, les gratitudes des populations des départements de Konni, Malbaza et Guidarumji, les bénéficiaires directs des infrastructures routières qui démarreront bientôt sur le financement de l'État de Sokoto. La présentation des remerciements s'est déroulée au cours d'une cérémonie officielle sous la présidence du gouverneur de l'État de Sokoto, Aliou Magata Kardawamako. Cette cérémonie qui a regroupé les deux délégations a été marquée par deux importantes interventions. Tout d'abord, celle du ministre de l'Équipement Ibrahim Noumao, qui de prime abord a transmis au gouverneur de Sokoto les salutations et les remerciements du président de la République, Issoufou Mahamadou, avant de rendre un hommage appuyé à la coopération fructueuse entre le Niger et le Nigeria, grâce à la volonté politique des deux chefs d'État, Dr Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, et El Haj Mohamed Issoufou, président de la République du Niger. Le ministre Noumao devait ajouter qu'il est venu particulièrement avec le gouverneur de la région de Tawa Barmo Salifou et le secrétaire général de la région de Maradi Ibrahim Moussa, ainsi qu'avec l'ensemble des honorables chefs traditionnels des localités nigériennes qui bénéficieront directement des retombées des tronçons routiers qui seront réalisés très prochainement dans les départements de Konni, Malbaza et Guidarumji. Remercier le gouverneur de l'État de Sokoto, Aliou Magata Kardawamako, pour son grand intérêt à tout ce qui intéresse le Niger. Ces tronçons, a dit le ministre, favoriseront davantage tous les échanges économiques et socio-culturels entre nos deux pays. En réponse à l'intervention du ministre, le gouverneur de Sokoto a remercié à son tour le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui, dit-il, est très connu ici à Sokoto, pour ses sympathies très fortes à l'égard des populations de Sokoto. Aliou Magata Kardawamako a dit que la solidarité et la coopération entre les populations nigériennes et nigériennes de façon globale est un devoir et une obligation, car nous partageons tout dans tous les domaines, qu'ils soient religieux ou culturels. Avant de terminer son propos, le gouverneur a donné toutes les assurances que la coopération entre l'État de Sokoto et les régions nigériennes frontalières connaîtront, Inch'Allah, un important renforcement. Et c'est là pour l'intérêt bien compris de nos deux peuples. Le palais des congrès de Niamey a servi de cadre ce matin aux travaux de l'atelier sur la redynamisation du civisme dans le système éducatif nigérien. Organisé par l'Initiative pour la promotion de l'entrepreneuriat et du civisme en partenariat avec la Fondation Hans Sedel, il vise à valoriser l'éducation civique et morale dans le système éducatif nigérien. Sekinat Abdou, Issa Issa. Il s'agit pour l'ONG Initiative pour la promotion de l'entrepreneuriat et du civisme ONG IPEC Niger de disposer d'un document de plaidoyer dans le but de conduire une opération pour la redynamisation du civisme dans les établissements scolaires, primaires et secondaires du Niger. Soutenu dans cette initiative par la Fondation Hans Sedel, ce forum permettra de cultiver davantage l'esprit de civisme et de citoyenneté active, gage de tout développement. L'ONG IPEC Niger s'est trouvé interpellée, surtout dans le contexte démocratique actuel où les populations sont confrontées aux nombreux défis de citoyenneté et de civisme. C'est pourquoi elle s'engage à améliorer l'éducation à la citoyenneté chez les jeunes par la redynamisation de l'éducation civique et morale dans les établissements scolaires primaires et secondaires du Niger. L'éducation civique dans les écoles, bien
c'est un sujet très important. On n'aurait aucune difficulté de l'admettre aussi dans mon pays. Si on parle de l'éducation morale, par contre, on tirerait automatiquement la sonnette d'alarme. L'éducation morale, c'est vraiment la tâche des écoles et pas plutôt de la famille. Quelle morale qui détermine les contenus? Le moral n'est-il quelque chose qu'on ne pas enseigne et plutôt quelque chose qu'on vive au quotidien? En procédant à l'ouverture de ce forum, la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, tout en félicitant l'IPEC Niger, a rassuré les participants de la détermination du gouvernement à valoriser l'éducation civique et morale dans le système éducatif nigérien. Comme vous le savez, suite au dernier remaniement du gouvernement, notre département ministériel a été restructuré et s'est vu attribuer la charge du développement de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales, mais aussi celle de l'éducation civique. La mention de cette nouvelle mission à notre ministère témoigne de l'importance qu'accordent les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, à l'éducation civique des élèves et à l'instauration d'une culture de la citoyenneté, condition sine qua non pour assurer une bonne gouvernance politique et économique dans notre pays. La ministre Ali Mariam El Haj Ibrahim a enfin exhorté les participants à travailler dans un esprit de partenariat fructueux pour atteindre d'ici 2015 les objectifs du millénaire pour le développement en général et ceux de l'éducation pour tous en particulier. Toujours dans le domaine de l'enseignement, le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Cheibou Daïna, a présidé ce matin à Ndunga la cérémonie de remise de diplôme à la 14e promotion du service national de participation. Ils étaient une centaine à recevoir ce jeudi leur parchemin. Issouf Suleiman, Seni Soumaïla Ibrahim. Ils sont exactement 134 récipiendaires, dont 15 filles, à décrocher leur diplôme au terme de cette formation au service national de participation qui est à sa 14e promotion depuis 1984, date de sa création. La 14e promotion, dont la fin de formation fait l'objet de cette présente cérémonie, a débuté avec un effectif de 150 volontaires, dont 16 filles. Cependant, 134 volontaires parmi lesquels 15 filles ont pu terminer l'année. 10 ont abandonné et 6 ont été renvoyés pour indiscipline. À l'issue de l'évaluation, nous avons enregistré des résultats satisfaisants tant en formation professionnelle qu'en conduite. En effet, sur les 134 volontaires évalués, 118 sont admis au certificat pratique de la formation professionnelle et 121 en bonne conduite, soit des taux respectifs de réussite de 88,05% et de 90,30%. Avec ce taux de réussite de 88,5%, le ministre n'a pas manqué d'encourager personnel administratif, d'encadrement et formateur, tout en leur assurant de la totale disponibilité de son département ministériel à les accompagner avant de s'adresser aux jeunes volontaires. Jeunes volontaires de la 14e promotion, je m'adresse à vous maintenant. Vous venez d'acquérir durant votre séjour au centre de formation de Ndunga des connaissances techniques et pratiques vous permettant d'exercer des activités génératrices de revenus dans vos terroirs respectifs. Vous devez donc vous armer de courage et de volonté pour affronter la dure réalité de la vie active. L'État, en vous assurant cette formation à ses frais, a fait son devoir. Il vous revient individuellement ou collectivement de créer les conditions de votre réussite future. C'était l'occasion pour les récipiendaires de rassurer le ministre de l'usage dont ils comptent réserver à leur diplôme. Je profite également de cette occasion au nom de mes collègues volontaires du SNP pour vous rassurer que nous prendrons les fermes engagements de mettre à profit nos connaissances acquises au service de nos populations en vue de la concrétisation des projets à travers le développement communautaire.
Un avant-goût du savoir-faire des derniers diplômés du service national de participation a été exposé à l'assistance, médusée devant la qualité des produits fabriqués par les volontaires le long de leur formation, toutes choses qui leur prédestinent à un bel avenir. Communication à présent, le comité d'identification des abonnés des compagnies de téléphonie mobile a animé ce matin un point de presse. Le taux d'identification est aujourd'hui de 74,14% après plusieurs mois de campagne menée par les compagnies qui ont décidé de suspendre les lignes des retardateurs à partir de demain, 25 octobre 2013. Abari Aminti, Sidiko Abdou. L'identification des abonnés des compagnies de téléphonie mobile est un objectif visé par le gouvernement pour une utilisation responsable du téléphone. 5 971 963 personnes détiennent une puce électronique. Cependant, tous ne se sont pas fait identifier malgré la campagne menée pendant plusieurs mois et le prolongement de la date butoir. Aujourd'hui, sur les 5 971 963 abonnés censés téléphoner, c'est-à-dire censés recevoir ou émettre des appels, il y a 4 427 810 abonnés qui sont régulièrement identifiés d'après les informations que l'autorité a eues des opérateurs que vous avez à nos côtés. Ce qui fait un taux de 74,14%. Je pense que au dernier point, nous étions à 58, environ 59%. Donc il y a eu une nette progression à ce niveau-là. Donc les abonnés commencent à comprendre l'enjeu de l'identification. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont fait identifier régulièrement d'après les chiffres que nous avons reçus des opérateurs. Il reste donc, d'après ce calcul-là, 1 544 153 abonnés qui sont normalement mis en réception d'appels. C'est 1 544 153 abonnés. Normalement, ils ne peuvent pas émettre des appels conformément au décret. Ça fait déjà 2 mois, ils sont pratiquement dans cette situation-là. Donc, la phase qui va suivre à partir du 25 octobre consistera à suspendre ces 1 544 153 abonnés. Ils ne pourront plus émettre. Avant, ils recevaient des SMS, des messages, je voulais dire, ou bien ils peuvent recevoir des appels. Mais à partir du 25 à minuit, le 27 octobre à minuit, il est demandé aux opérateurs de procéder à leur suspension conformément au décret. Néanmoins, le processus d'identification du numéro se poursuit et les différents numéros peuvent être rétablis. Le 25 novembre prochain est le dernier délai avant le retrait pur et simple de la ligne octroyée à un abonné non identifié et son numéro peut être remis sur le marché et attribué à un autre utilisateur. Célébration à Tillabéri de la journée mondiale du lavage des mains au savon le mardi 22 octobre dernier. C'est le préfet du département qui a présidé les manifestations entrant dans ce cadre. Abdoulaye Amadou Ibrahim. C'est donc ce mercredi 23 octobre que les populations de Tillabéri ont choisi pour répondre à l'appel que la communauté mondiale, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, a lancé il y a 6 ans, consacrant une journée mondiale du lavage des mains au savon. Cette cérémonie qui s'est déroulée à Mari, commune urbaine de Tillabéri, a vu la participation massive des populations ainsi que celle des autorités administratives et coutumières et les cadres techniques de la région, donnant ainsi un cachet particulier à la commémoration de cette journée. Occasion pour le président du conseil communal de Tillabéri de se réjouir du choix de son entité administrative pour la célébration de cette journée qui offre l'opportunité d'encourager le lavage des mains au savon dans nos ménages, les lieux publics, les établissements scolaires et les formations sanitaires en vue de rendre plus visible. En procédant au lancement des activités commémoratives, le préfet du département de Tillabéri, représentant le gouverneur empêché, a rappelé toute l'importance de l'assainissement dans la population.
Sadou Moro a d'ailleurs fait la corrélation entre le manque d'hygiène et d'assainissement adéquat et la prolifération des maladies diarrhéiques qui constituent l'une des principales causes de la mortalité infanto-juvénile, avant d'exhorter les populations au simple geste de lavage des mains au savon, réduisant ainsi à plus de 50% les risques de contamination de maladies. Abordant le thème de la journée, le pouvoir est dans vos mains, le préfet de Tillabéri a indiqué qu'il vise à inverser la tendance par la promotion de l'hygiène, permettant d'assurer ainsi une meilleure santé aux communautés. Tout en louant les mérites de l'approche assainissement total pilotée par la communauté ATPC dans l'amélioration des conditions de vie des populations, Sadou Oumarou a salué et félicité ses initiateurs dans la région de Tillabéri avant de faire une mention spéciale aux ONG Plan Niger et Solidarité Internationale dont le concours financier aura permis la célébration de cette journée. Le clou de cette cérémonie fut incontestablement la démonstration par le préfet du lavage des mains au savon et la remise officielle de matériel et dispositifs de lavage des mains à l'école primaire de Marie. Zender avec tout d'abord cet atelier pour l'amélioration de la sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, Tawa et Zender à travers l'augmentation de 65 000 ménages ruraux. C'est l'œuvre du projet Petite Irrigation Rouamou, détail à Zender avec Hadiz Yakouba et Fajibouka. L'objectif global du présent atelier qui durera 2 jours et d'améliorer la sécurité alimentaire des populations rurales ciblées des régions de Maradi, Tawa et Zender. Quant à son objectif de développement, il est d'augmenter les revenus de 65 000 ménages ruraux dans 30 communes des régions précitées. Le projet Petite Irrigation PPI Rouamou, officiellement lancé à Tawa le 21 mai 2013 et dont les activités sont en phase de démarrage. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, le projet s'est doté d'un PTBA pour l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités. Cette rencontre qui permettra à chacun des participants d'être au même niveau d'information sur le projet PPI Rouamou, aussi bien pour les actions 2013 réalisées que pour les actions à venir et de contribuer à une meilleure planification et initiée pour faire les points suivants expliqués par le coordinateur du PAC de Aboubakar Ousmane Gouji. Dans le cadre du bilan des réalisations du projet de petite irrigation PPI Rouamou pour l'année 2013, la programmation du plan de travail et budget annuel 2014 du même projet. Donc pendant 2 jours, en même temps, nous allons analyser le rapport de l'identification des pistes à réhabiliter ou à réhabiliter, puisque le programme prévoit la réalisation de 50 km de pistes dans les zones d'intervention du projet à Zender. Pour le représentant du gouverneur, toutes ces régions ont de grandes potentialités en petite irrigation. De nombreuses interventions ont partiellement valorisé et qui constituent une base d'expérience et de leçons pour le projet PPI Rouamou. Le projet PPI Rouamou s'inscrit dans le cadre de l'initiative 3N et en adéquation avec les différentes politiques du FIDA, a-t-il ajouté, notamment la politique de ciblage, la politique d'amélioration de l'accès à la terre et de la sécurité foncière, la politique de gestion des ressources naturelles et de l'environnement, ainsi que ses principes fondamentaux et la politique de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Ouverture toujours à Zender ce matin de la 2e session des journées d'information sur les chantiers de l'UMOA au Niger. Elle a été présidée par le préfet de Taketa au nom du gouverneur de la région, Mariam Keta Aliabou. Cette 2e session des journées d'information sur les chantiers de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA au Niger, dont la région de Zender a l'insigne honorabilité est certes justifiée par la position géographique de la région, mais également le reflet de sa place stratégique de l'amélioration des performances économiques, notamment la croissance de l'espace UMOA.
La toute première session organisée à l'intention des populations de Difa, Agadez, Maradi et Zender depuis la création de l'UEMOA en 1994, ces journées d'information consacrées au chantier de l'UEMOA au Niger entrent dans ce cadre et contribuent assurément à mettre en relief les interventions de l'Union dans le pays, a expliqué le représentant résident de la commission UEMOA au Niger avant de préciser qu'elles permettent de rendre plus visibles les actions que l'UEMOA entreprend en faveur des populations et du secteur privé de l'espace économique. Serigne Mbaké Sougou d'ajouter qu'elles permettent également, grâce aux différentes ressources réunies, à identifier les contraintes et à recueillir des observations et recommandations pertinentes pour améliorer l'efficacité des réformes adoptées. La mise en œuvre effective des réformes communautaires constitue une préoccupation pour l'Union tant les performances sont encore moyennes. Une situation dont devait-il expliquer est due en partie à l'instabilité et aux crises sociopolitiques que la zone a connues et qui s'explique aussi par la faiblesse des capacités de nos États et par une appropriation insuffisante de ces réformes par les acteurs. Des réformes qui, faut-il le souligner, portent sur les secteurs économiques essentiels. Pour le préfet de Taketa, représentant le gouverneur empêché, la question de la mise en œuvre effective des programmes de l'Union dans les États membres est une problématique si dominante que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a décidé de tenir dans chaque État membre une revue annuelle de l'état de mise en œuvre des réformes communautaires. Occasion pour Moussa Soumana Massalati de saluer la création des bureaux de représentation de la Commission dans les États membres qui constituent des leviers importants dans l'approfondissement du processus d'intégration. Au regard de l'opportunité offerte aux participants durant les 2 jours que durera l'atelier, il leur a demandé de recueillir toutes les informations utiles sur le chantier de l'UEMOA au Niger et formuler des recommandations pertinentes à l'endroit des institutions nationales et communautaires. À Maradi, une mission conduite par le président du conseil régional de Maradi, Bala Pati, sillonne depuis lundi les chefs-lieux des communes d'intervention du PMRSA. Objectif, sensibiliser les acteurs du niveau opérationnel du choix des domaines d'intervention et de leur rôle dans la mise en œuvre du projet. Moussa Jariri, Imrana Idrissa. Cette tournée qui durera 5 jours a pour objectif d'informer et de sensibiliser les acteurs du niveau opérationnel que sont les maires et leurs collaborateurs, les responsables des services techniques impliqués dans la mise en œuvre du projet et les associations paysannes et les membres de la société civile. Le projet Mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, Tawa et Zender, PMRSA MTZ, qui a démarré ses activités en août 2012, a justement pour objectif le renforcement de la sécurité alimentaire par l'augmentation de façon durable de la production et de la productivité agricole à travers la mobilisation des eaux de surface et souterraines à partir des ouvrages existants ou devant être réalisés. Objectif rappelé à chaque étape par le coordonnateur du projet au cours des différentes rencontres. Souley Abara a aussi informé les participants des stratégies adoptées par le PMRSA MTZ pour atteindre ces objectifs, à savoir le renforcement de la production agricole et autres actions d'accompagnement, la promotion de l'initiative des femmes par des activités génératrices de revenus et leur équipement en moyens de transformation et de renforcement de leurs capacités. Les acteurs rencontrés se sont réjouis de l'initiative conjointe du PMRSA MTZ et du Conseil régional qui consiste à les imprégner et à recueillir leur avis sur des sujets qui les concernent. Ils ont émis des observations, posé des questions et ont fait des propositions pertinentes allant dans le sens de l'amélioration des réalisations qui cadrent avec les réalités de leur terroir. Le Conseil régional soutient l'approche du PMRSA MTZ et adhère parfaitement au choix souverain des communautés bénéficiaires des réalisations du projet, a dit le président Bala Pati. De Gazawa à Tchaké en passant par Gangara, Kona et Ourafan, Bala Pati a exhorté les acteurs rencontrés à s'approprier des ouvrages et autres réalisations qui seront mises à leur disposition par le PMRSA MTZ afin d'assurer leur pérennisation. Bala Pati a visité l'hôpital du district confronté à un problème de sous-alimentation en courant électrique.
des solutions rapides aux problèmes d'électricité et qu'il transmettra les autres doléances à qui de droit. À Dosso, les opérations de distribution gratuite de vivres au profit des victimes des inondations se poursuivent normalement. C'est le constat fait par une délégation du niveau central dépêchée dans la région. Ali Hachimou Mourabdou. Cette mission de suivi et de supervision des opérations de distribution gratuite des céréales au profit des populations affectées par les inondations, conduite par le patron de la protection civile, le colonel Bako Boubacar, se passe dans de bonnes conditions et se fait en 2 étapes. La première, c'est une série de rencontres avec les membres des comités sous-régionaux et communaux des zones ayant bénéficié de cette assistance pour non seulement faire le point complet des stocks reçus, vérifier également les fiches, mais aussi recueillir les préoccupations des membres des comités locaux afin de proposer des solutions. La deuxième étape, c'est la distribution de ces vivres. À chaque étape, le colonel Bako a été clair. Toutes les dispositions devront être prises pour que ces opérations se terminent avant le 25 octobre 2013. Ainsi, à Doutiville, 517 ménages ont reçu plus de 1000 sacs de 50 kg. À Koremeroua, 3 villages totalisant 100 chefs de ménage sont concernés. À Doumega, dans le département de Tibri, 6 villages totalisant 201 chefs de ménage sont rentrés dans leurs droits. Et à Guécheme, les vivres sont également sur place. Dans le département de Junju, ces opérations de distribution gratuite se déroulent dans de bonnes conditions à la satisfaction générale des membres de la mission. D'ailleurs, même constat à Tara et Tanda, dans le département de Gaïa, où les autorités locales veillent au grain pour que tout se passe comme prévu. Autre motif de satisfaction, dans le département de Falmey, les membres du comité sous-régional mettent les bouchées doubles pour que les 37 tonnes destinées aux populations de Falmey et les 48,5 tonnes de Guillagué soient distribuées dans le délai imparti. La mission de suivi et de supervision des opérations se trouve présentement dans le Boboï, dernière étape, avant la réunion de synthèse prévue à Dosso. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré le 23 octobre dernier la journée de la survie de l'enfant. À Maradi, les festivités ont eu lieu à Agué grâce à l'ONG Save the Children, Ramotou Salou et Kader Idrissa. Célébrée le 23 octobre de chaque année, cette journée permet de sensibiliser la population sur les problèmes majeurs que perdurent et ne permettant pas aux enfants de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, notamment l'accès aux soins médicaux, à un logement décent, à une alimentation saine, à l'eau potable et une hygiène adéquate. C'est pourquoi, à travers cette journée, l'ONG Save the Children lance la campagne mondiale pour sauver la vie des enfants. Save the Children a choisi cette journée pour rappeler encore les engagements pris dans le cadre de la survie de l'enfant. Donc, nous sommes à 2 années seulement de l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement, donc de 2010-2015. Donc, c'est pour encore rappeler à nos dirigeants qu'il reste encore du travail à faire avant l'atteinte de ces objectifs-là. Pour marquer cette journée dédiée aux enfants, plusieurs activités ont été réalisées, à savoir des jeux questions-réponses, des chants, des poèmes, des dons de sang et un marathon. À l'issue des épreuves, des prix ont été attribués aux plus méritants. Cette journée a été aussi mise à profit par les enfants du département d'Agué pour remercier Save the Children pour tous les efforts déployés dans le cadre de leur survie. Les enfants d'Agué ont également lancé un appel à l'endroit des autorités et ont posé des doléances. L'injustice flagrante que représentent les décès évitables des enfants, des progrès significatifs ont été enregistrés à travers plusieurs actions menées par les autorités de la 7e République et nos partenaires de développement pour la survie des enfants. Mais il reste beaucoup à faire. C'est pour cette raison que dans son discours d'ouverture, le préfet d'Agué, Inoussa Oumarou, a rappelé combien les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président Mahamadou Issoufou, ont fait de la survie de l'enfant
l'une des priorités majeures dans son programme de renaissance pour le Niger. Poursuite à l'intérieur du pays de la mission du président de la Croix-Rouge nigérienne sur la sensibilisation relative à l'utilisation de l'emblème de son institution ainsi que celle du Croissant Rouge. Aujourd'hui, Ali Bandjaré était à Maradi dans ce cadre. Kasumotari Sanoussi Ngarba. Après Tawa, Dosso, Difa, Zender et Agadez, c'est à la région de Maradi que le revient d'accueillir cette importante mission, entrant dans le cadre de la deuxième étape du processus de campagne de sensibilisation sur le respect des emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge au Niger, conduite par le président de cette institution, Ali Bandjaré. Cette campagne intervient après l'adoption et la promulgation de la loi numéro 2006-19 du 21 juin 2006 relative à la protection de l'emblème Croix-Rouge et Croissant Rouge et 149 ans après l'adoption de la Croix-Rouge sur fond blanc comme emblème distinctif et protecteur de ce mouvement. Ainsi donc, avec la promulgation de cette loi, une nouvelle étape vient d'être franchie par la Croix-Rouge nigérienne et par le Niger, partie prenante des conventions de Genève de 1949 et de leur protocole additionnel de 1977 qui stipule que l'emblème de la Croix-Rouge et celui du Croissant Rouge sont des signes universellement reconnus et protégés. En organisant la présente rencontre à Maradi, la Croix-Rouge nigérienne entend familiariser les membres des sous-comités régionaux sur le contenu de la loi sur la protection des emblèmes. Mieux, dira son président national Ali Bandjaré, elle entend également avec l'État protéger désormais ces signes qui, en temps de conflit armé, sont la manifestation visible de la protection accordée par les conventions de Genève aux membres des services de santé des armées, aux volontaires de la Croix-Rouge, aux délégués du CICR, aux hôpitaux, aux postes de secours ou aux moyens de transport sanitaire, entre autres. Dans notre pays, c'est avec la création de la Croix-Rouge nigérienne le 13 juillet 1963, elle-même héritière d'une section de la Croix-Rouge française, que la Société nationale a réellement commencé à utiliser l'emblème de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, elle est présente dans les 8 régions et dispose de plus de 10 000 volontaires. Cependant, pour mieux exercer ses activités et protéger ainsi l'emblème de toute utilisation abusive, l'État du Niger a adopté et promulgué une loi relative à l'utilisation de l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge au Niger. Au terme de son intervention, le président Ali Bandjaré a demandé en particulier aux représentants des professions médicales, paramédicales de se conformer aux dispositions de cette loi et d'utiliser les signes alternatifs qu'on leur a proposés, car ces emblèmes sont des signes d'humanité et tout usage abusif risque de réduire leur valeur protectrice et donc de nuire à l'efficacité de l'assistance humanitaire. Les participants ont par la suite eu droit à une présentation du coordinateur chargé de la communication de la Croix-Rouge nigérienne, Tijani Amadou, sur l'historique de la Croix-Rouge, les différents emblèmes et sur la loi relative au respect de ces emblèmes adoptés en 2006 dans notre pays. Oui, comme a annoncé le président de la République, Issoufou Mahamadou, séjourne depuis hier à Dakar, au Sénégal, où il prend part à la 10e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, dont les travaux se sont ouverts ce matin. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Hamsatou Mahamadou et Sani Issouf. Dakar, la capitale sénégalaise, accueille aujourd'hui la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA, et demain se tiendra toujours à Dakar le sommet extraordinaire de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À l'occasion donc de ce double sommet, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, à la tête d'une forte délégation, a tenu à faire le déplacement pour honorer de sa présence. Le Niger, faut-il le rappeler, fait partie des membres fondateurs de ces deux organisations qui ont pour entre autres missions l'intégration économique des États. Ce matin, à l'ouverture officielle des travaux de cette 17e session,
Le président togolais, président en exercice de l'UEMOA, Faure Gnassingbe, a tout d'abord salué le retour de la paix au Mali et les avancées du processus électoral en Guinée-Bissau. Il a ensuite félicité le président Issoufou Mahamadou pour avoir conduit avec brio le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire. Les travaux de ce comité ont permis de définir les différents axes stratégiques de la relance de l'agriculture de l'espace UEMOA. Le président sénégalais Macky Sall a auparavant souhaité la chaleureuse bienvenue à ses hôtes. Il a rappelé qu'en 19 ans d'existence, l'UEMOA a tissé une solide expérience en matière de développement économique. Il a enfin rappelé que la paix et la sécurité sont des facteurs primordiaux pour l'atteinte des objectifs de l'Union. Plusieurs questions seront abordées au cours de ce sommet, dont entre autres le financement des économies, l'assainissement des finances publiques, et cela dans le but essentiel d'améliorer les conditions de vie des populations. Ouverture cet après-midi à Niamey des éliminatoires zonales de la Coupe du monde de volleyball hommes, une compétition qui regroupe les 4 meilleurs pays de la zone 3, à savoir le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso et le Ghana. Nous vous proposons un extrait de l'allocution prononcée à l'occasion par le ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est pourquoi, malgré les difficultés auxquelles se trouvent confrontés nos différents pays, nous n'avons lésiné sur aucun effort et aucun moyen pour faciliter les retrouvailles de notre jeunesse, traduisant ainsi ces liens en actes concrets. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou et son Premier ministre, son Excellence Brigitte Rafini, chef de gouvernement, je tiens à saluer cet effort qui symbolise la volonté de nos États à assurer la pérennité de ces liens séculaires et à souhaiter la bienvenue à l'ensemble des délégations. En partie magazine de cette édition, nous vous proposons de suivre les activités de Plan Niger dans la région de Dosso. Comme vous le savez, il s'agit d'une ONG qui œuvre pour la promotion des droits des enfants et leur bien-être. Bonne réception et bonsoir.